On va commencer. Bonjour et merci d'être venu pour assister donc à ce cours fondamental et translationnel en hépatologie. Cette session est sous le... Nous avons choisi cette année d'inviter deux orateurs pour vous présenter des technologies que vous entendez beaucoup parler, qui ont beaucoup d'applications dans différents domaines, notamment bien sûr pour l'hépatologie. Donc nous aurons deux présentations de deux speakers, technologies omics qu'on peut travailler à différentes échelles, sur tissu, en périphérie, qui vont permettre on espère, améliorer le diagnostic, le pronostic des patients et les réponses au traitement. Donc des technologies au niveau cellule unique, à la fois isolées, sur tissu, et voilà. Donc le premier orateur, c'est Julien qui va présenter. Donc la première oratrice est Narmine Ghaffari-Laleh, qui est étudiante en intelligence artificielle appliquée et ingénieure en intelligence artificielle appliquée à la pathologie dans l'équipe du docteur Jacob Katter, qui est une des équipes pionnières dans le domaine de l'application de l'intelligence artificielle aux lames histologiques digitales, et elle va nous présenter un peu un état des lieux de l'utilisation de ces technologies et aussi les innovations et ce qu'on peut attendre dans les prochaines années. Narmine, you can... Donc le topo sera en anglais et les questions aussi après, s'il y en a, s'il vous plaît. Sorry, I think we're going to need to go to the second speaker next. I'm really sorry about that. Ok, un petit imprévu. On va inverser l'ordre des présentateurs, donc je vais te laisser. Donc je vous présente donc Aurélien de Reyniès, qui est PUPH. Aurélien est un bioinformaticien, donc spécialisé, plus connu déjà pour tous les travaux qu'il a pu mener avec la Ligue contre le cancer pour les cartes d'identité des tumeurs. Donc Aurélien dirige un groupe de recherche au centre de recherche des Cordeliers à Paris, et donc c'est des études de bioinformatique avec différentes technologies qu'il va vous présenter aujourd'hui, technologies omiques en cellule unique, et également avec ce que vous entendez parler actuellement, où déjà certains ont commencé de pouvoir l'utiliser, les technologies dans l'espace, donc spatiale transcriptomique, analyse du transcriptome sur coupe de tissu, et avoir une régionalisation pour étudier les interactions. Donc voilà, on est content d'accueillir Aurélien qui va vous présenter, donner une overview pour faire tout un état des lieux de tout ce que vous pouvez faire pour continuer ce travail de recherche et améliorer véritablement les traitements du cancer, et on espère également des applications dans le cancer du foie. Merci Aurélien. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très content d'être ici pour vous présenter ces technologies qui nous semblent très intéressantes effectivement dans l'étude des cancers, et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Donc voilà le menu du jour. Je suis désolé, les diapos sont en anglais parce que je pensais que je devrais parler anglais. Mais je suis ravi de devoir parler français parce que je le parle un peu mieux que l'anglais, je dois dire.
D'abord, j'aurai une très courte introduction sur la thématique. Ensuite, je reviendrai très rapidement sur le bulk RNA-seq, c'est-à-dire une technologie que vous connaissez bien, pour voir si c'est encore utile aujourd'hui d'utiliser ce type de technologie en recherche. Et puis ensuite, on ira dans des exemples d'utilisation des nouvelles technologies qui ont été mentionnées par Jean-Pierre, donc les technologies omics single cell, aussi bien pour l'analyse de séquençage de l'ADN que du séquençage de l'ARN. Et ensuite, on aura de même des applications de la technologie spatiale transcriptomique. Voilà, deux exemples et puis quelques mots de conclusion. Alors, la première remarque dans cette introduction, c'est que, bien sûr, vous le savez tous, le système biologique il est très complexe et en fait, il imbrique des échelles multiples, donc notamment l'échelle tissulaire, cellulaire et puis les nombreuses échelles moléculaires. Et du fait de cette intrication de plein d'échelles et de cette complexité, le fait d'avoir des technologies qui sont plus performantes, c'est très essentiel dans notre compréhension en fait, de cette biologie, parce que ça permet en fait, d'avoir une perception beaucoup plus fine de notre objet d'étude et donc de mieux le modéliser. Donc ici, je l'illustre d'une façon très simple. Je prends deux technologies, la technologie bulk RNA-seq que vous connaissez, puis la technologie RNA-seq sur cellule unique. Quand vous faites du bulk RNA-seq, en fait, ce que vous obtenez, c'est le signal moyen de toutes les cellules qu'il y avait dans votre échantillon. Donc vous obtenez une soupe, d'accord ? Quand vous avez du single cell RNA-seq, vous avez le signal transcriptomique par cellule. Donc vous savez pour chaque fruit, chaque légume, etc., précisément ce qu'il y a dans votre ensemble. Donc c'est beaucoup plus précis. Et c'est beaucoup mieux pour faire des modèles de la complexité du cancer. Alors, après avoir dit ça, les technologies, c'est bien, mais c'est bien pour répondre à des questions. Donc, voyons un petit peu quelles sont les questions qu'on peut se poser quand on étudie les tissus tumoraux. Donc, les questions assez typiques qu'on va se poser, c'est quels sont les types de cellules qu'on trouve dans ces tissus, à la fois pour les cellules tumorales, mais aussi les cellules non tumorales, le micro-environnement, les cellules immunitaires, les cellules stromales. Quels sont les états fonctionnels de ces cellules? Par exemple, si j'ai un macrophage, est-ce qu'il est plutôt polarisé M1 ou M2? Ce genre de questions. Dans quelle proportion on va trouver ces différents types de cellules? Quelles vont être les interactions entre ces cellules? Quelles voies moléculaires vont être affectées par ces interactions? Et puis, si je change d'échelle, que je me place à une échelle un peu plus élevée, supérieure à celle de la cellule, je peux me poser la question de quelles sont les communautés cellulaires. Par exemple, un exemple de communauté cellulaire que vous connaissez, c'est les structures lymphoïdes tertiaires. C'est des structures multicellulaires où vous avez des cellules de types différents qui sont en très forte interaction entre elles. On peut se poser la question dans un tissu, quelles sont les différentes structures cellulaires qu'on va trouver et qu'est-ce qui se passe dans ces structures cellulaires. Et donc partant de ces questions, on est très content d'avoir des technologies comme les technologies sur cellules uniques ou les technologies spatiales pour pouvoir y répondre. Alors, avant d'aller sur ces technologies très récentes, un petit mot de technologies plus anciennes, parce qu'il ne faut peut-être pas trop vite les enterrer. Donc d'abord des considérations pratiques. Donc si on regarde les technologies de séquençage de l'ARN, vous avez ce que vous connaissez, le bulk, vous avez le single cell, le single nuclei et puis le spatial. Le coût de ces différentes technologies, en fait, quand on est en bulk, ça coûte 15 à 20 fois moins cher que les trois autres technologies que je viens de citer. Donc ça veut dire que si vous voulez faire des études de grandes cohortes, par exemple d'essais cliniques avec des milliers de patients, les technologies les plus récentes, la single et spatiale, vont amener à des coûts exorbitants pour l'étude de ce genre de cohorte. Donc ça c'est une première limitation, c'est le coût de ces technologies. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est le type de matériel nécessaire. Alors, la technologie single cell proprement dite, elle réclame pour l'essentiel du tissu frais. Donc ça veut dire que ce n'est pas évident d'obtenir des grandes cohortes, etc.
Par contre, les autres technologies permettent de travailler sur tissu congelé ou tissu paraffiné. En termes de facilité d'utilisation de ces technologies, quand vous utilisez des technologies single cell ou single nucléi, vous avez une première étape de dissociation des cellules. Donc vous allez soumettre vos tissus à des enzymes diverses et en fait les temps, les protocoles en fait sont complètement spécifiques du type de tissu que vous analysez. Et donc c'est vraiment en fait des protocoles qui sont pas évidents à manier et ça prend du temps en fait de devenir expert, et on est expert en général pour quelques types de tissus mais pas pour tous. Donc c'est pas des technologies faciles à utiliser, contrairement à la spatiale transcriptomique qui elle permet en fait d'utiliser des lames paraffinées, donc là on sait faire, ou le bulk. Et puis il y a un autre aspect, c'est que en fait ces différentes technologies elles peuvent ou non être soumises à un biais relativement en fait au contenu en type cellulaire. Dans le bulk et la technologie spatiale, vous faites rien de spécial, donc vous n'avez pas de biais, quoi. Par contre, quand vous dissociez un tissu, il y a des types de cellules qui vont moins bien le supporter que d'autres, et en fait, dont les membranes vont éclater, ou pour d'autres raisons, par exemple de taille, elles vont pas passer dans les filtres. Et donc, ou par exemple, elles sont plus adhérentes que d'autres. Donc, bref, pour X raisons, il est très connu en fait que dans les technologies single cell, vous avez des gros biais de représentation des différents types cellulaires. Donc, typiquement, si vous dissociez un tissu tumoral, vous allez récupérer énormément de cellules non tumorales, notamment toutes les cellules immunitaires, mais assez peu de cellules épithéliales tumorales. Donc ça veut dire que si ce qui vous intéresse, par exemple, c'est de regarder les proportions des différents types de cellules dans un tissu, les technologies single cell, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à utiliser. Voilà. Mais bien sûr, ça a plein d'avantages qu'on va étudier. Alors, d'autre part, le RNA-seq bulk ne veut pas dire qu'on ne peut pas étudier l'hétérogénéité intratumorale et la composition du micro-environnement. Donc là, je vous donne un exemple très rapide. Il y a des outils qu'on appelle des outils de déconvolution. Ils sont basés sur un principe extrêmement simple. Ils disent, voilà, prenons un type cellulaire d'intérêt, mettons les lymphocytes T. Est-ce qu'il existe des transcrits qui ne sont produits que par ce type de cellules? Si c'est le cas, en fait, ces transcrits vont nous permettre, dans un mélange de types cellulaires, d'avoir un accès direct, finalement, à la proportion du type cellulaire d'intérêt dans ce mélange. Et sur ce principe, on peut donc définir des listes de marqueurs de différents types cellulaires, de marqueurs spécifiques. Donc là, c'est ce qu'on a pu faire avec l'outil EpCMP Counter qu'on a construit dans mon équipe en collaboration avec l'équipe d'Hervé Friedman. Et on a pu, par exemple, montrer que les différents sous-types de cancer du côlon ont des contextures immunitaires complètement différentes, avec, par exemple, le premier sous-type qui est très infiltré en lymphocytes T cytotoxiques, les deux suivants qui sont quasiment des déserts immunitaires, et puis le dernier qui est très fibroblastique. Donc ça, cet outil, c'est un outil qui est utilisé dans le monde entier. Aujourd'hui, il est extrêmement cité, utilisé dans beaucoup de types de cancers, et pas seulement pour l'analyse des tissus cancéreux. En fait, pour tout type de tissu, ça va fonctionner. On a des travaux, encore une fois, en collaboration avec Hervé Friedman, sur la base de ce type d'outils, et donc par de l'analyse bulk, qui ont permis d'identifier des marqueurs de réponse aux immunothérapies. Donc l'utilisation du bulk RNA-seq, ça reste tout à fait pertinent. Une autre chose qu'on peut faire, bien sûr, avec le bulk RNA-seq, c'est analyser des signatures fonctionnelles. Et donc on peut annoter fonctionnellement, par exemple, l'immunité en regardant si on a, par exemple, des signatures d'immunosuppression, de structures lymphoïdes tertiaires, etc. Toujours avec le bulk RNA-seq et avec le même principe finalement de marqueurs spécifiques, on peut aller analyser l'hétérogénéité intratumorale sous réserve qu'on trouve des marqueurs spécifiques des différents types cellulaires tumoraux qu'on étudie. Donc ça, c'est une chose qu'on a faite avec un autre outil qui a été également développé dans mon équipe, l'outil WISP, et on est allé regarder l'hétérogénéité intratumorale des cancers colorectaux. Donc, dans les cancers colorectaux, il y a 4 types moléculaires définis. Et en fait, on a pu montrer qu'il y avait plus de 50% de ces cancers qui, en fait, présentaient au moins 2 sous-types.
pas un seul comme on le pensait jusque-là. Et en fait, cette hétérogénéité intratumorale, elle est très liée au pronostic. C'est-à-dire que les patients qui ont des tumeurs avec une forte hétérogénéité intratumorale ont un plus mauvais pronostic que les autres. Donc voilà, le bulk permet quand même de faire des choses intéressantes. Ceci étant dit, voyons ce qu'on peut faire avec les données single cell. Alors, un premier exemple, c'est sur la technologie de séquençage de l'ADN sur cellules uniques. Donc là, c'est un exemple qui montre que en fait, ça peut être utile pour construire des arbres de sous-clonalité génétique qui soient non biaisés. Et donc, en fait, ça, par exemple, c'est utilisé dans les héméopathies malignes pour sélectionner les traitements en fonction des arbres de sous-clonalité construits de cette manière-là. Donc là, je vais vous présenter une étude, donc c'est l'étude de Morita qui a été publiée il y a 2 ans. Et en fait, le but de cette étude, c'est de dire, dans les leucémies aiguës myéloïdes, on a tout un tas de thérapies ciblées qui sont bien utiles, mais le problème, c'est qu'on a des phénomènes de résistance parce qu'on a des mutations qui sont soit sélectionnées en fait, par le traitement, soit qui apparaissent de novo. Et en fait, pour choisir finalement la meilleure thérapie ciblée, on a besoin, dès que possible, d'avoir en fait une bonne évaluation de l'architecture clonale de la tumeur. Et en fait, si on le fait sur un tissu bulk, donc avec du séquençage ADN bulk, il y a des choses qu'on va complètement rater parce que quand on fait du séquençage de l'ADN bulk, on va très mal estimer les co-occurrences de mutations ou les co-exclusions de mutations. On va faire des estimations sur la base de la fréquence allélique des mutations, mais comme on n'a pas une information fine, l'arbre de clonalité qui est construit à partir de ces approches, il est en partie faux, quoi. Et donc on risque de faire des choix qui ne sont pas les bons choix de traitement ciblé. Et donc c'est sur cette base-là en fait que cette étude s'est faite. Et l'idée c'était de montrer, plutôt d'essayer de voir si en faisant du séquençage à partir de cellules uniques, on arrivait à une meilleure reconstruction des arbres de clonalité et donc un meilleur choix des thérapies. Donc ça c'est le design de l'étude. Brièvement dans cette étude, ils ont analysé, donc ils avaient 120 patients. Et ils ont fait l'analyse single cell des tumeurs de ces 120 patients et ils ont récupéré d'abord en bulk et à partir du bulk ils ont récupéré les mutations les plus fréquentes et ensuite ils ont fait le séquençage ciblé des mutations les plus fréquentes en single cell. Donc c'est du séquençage ciblé single cell. La première remarque, c'est qu'on a une très très bonne corrélation entre la fréquence allélique de ces mutations dans le bulk et dans le single cell. Ça, c'est un point important, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve déjà en single cell tout ce qui a été vu en bulk, et puis on a les fréquences alléliques qui sont tout à fait corrélées. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec les technologies single cell de séquençage de l'ADN ciblé? Eh ben, on peut voir des mutations homozygotes. Donc, par exemple, là, c'est le cas, on le voit sur FLT3. Et en fait, on a pu le vérifier en analyse SNP array, parce que là, on voit, alors je ne sais pas si j'ai pas de pointeur, mais on voit qu'il y a une copie neutrale LEH, c'est-à-dire une perte de copie d'une copie allélique et duplication de l'autre allèle, donc il ne reste qu'un seul allèle, donc il ne reste que la mutation en fait. On n'a pas d'allèle sauvage qui est resté. Donc déjà on peut voir ça, on peut voir des mutations homozygotes. On peut voir des mutations qui sont mutuellement exclusives à l'échelle cellulaire. Donc par exemple, on voit que sur le premier panel A, que la mutation KRAS qui est indiquée, elle est mutuellement exclusive de 2 mutations FLT3 qui sont elles-mêmes indiquées, elles-mêmes mutuellement exclusives de mutations NRAS, et ainsi de suite. Et puis on a d'autres exemples qui racontent la même chose en dessous. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est exactement ce qu'on piste, hein, et qu'on aurait beaucoup de mal à voir en bulk. On peut voir des mutations co-occurrentes. Donc là, par exemple, on voit que sur une portion des cellules, il y a des cellules qui à la fois ont muté TET2 et TP53. Et donc, à l'arrivée,
quand on analyse les co-occurrences ou les exclusions mutuelles, eh ben, les données single cell, elles sont beaucoup plus précises que ce que disait le bulk finalement. Donc ça corrige des erreurs du bulk. Et donc ensuite, on peut construire les arbres de clonalité sur ces données single cell, et on va identifier en fait plusieurs schémas de clonalité, des schémas linéaires ou des schémas branchés de clonalité, comme on les connaît bien. Et finalement, à partir de ces arbres de clonalité qui sont beaucoup moins biaisés que ceux qu'on obtient avec du bulk, eh ben, si on regarde par exemple là l'arbre de clonalité, disons au diagnostic, on voit qu'on a une mutation FLT3 qui est très importante. Donc il y a un inhibiteur de FLT3 qui a été donné, mais malheureusement il y avait des sous-clones avec une autre mutation FLT3 voilà, qui échappent en fait à cet inhibiteur. Et donc on a d'abord une diminution complète du clone qui est ciblé, mais réapparition enfin en fait le clone qui n'était pas ciblé, lui, il prend la place, quoi. D'accord, donc on a quelque chose qui est à la fois très utile pour finalement bien choisir sa thérapie et ensuite comprendre le phénomène de résistance et éventuellement rebondir, quoi. Premier exemple d'application. Alors ensuite, un autre exemple, maintenant sur le single-cell RNA-seq, c'est un exemple très typique, c'est la définition d'atlas cellulaire. En fait, depuis l'apparition de cette technologie, déjà, il faut mentionner qu'il y a eu un effort international qui s'appelle The Human Cell Atlas, qui a été lancé en 2016 avec l'apparition de cette technologie. Et donc, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un atlas cellulaire qui soit publié sur telle ou telle pathologie aujourd'hui. Et donc, c'est le grand jeu, hein, c'est de redéfinir la typologie des cellules dans tel ou tel organe. Donc là, je vais vous donner deux exemples dans le cancer du côlon sur lequel je travaille. Donc, premier exemple qui a été publié l'an dernier par Pelka. Donc là, il propose une analyse à la fois de tumeurs du côlon et d'échantillons normaux adjacents. Et il identifie 88 types cellulaires, dont 11 types de cellules épithéliales malignes. Et plein de types, évidemment, de cellules épithéliales normales et de cellules stromales et de cellules immunitaires. À côté de ça, il identifie 204 programmes cellulaires, certains complètement spécifiques de certains types cellulaires et d'autres partagés par l'ensemble des types cellulaires. Donc, par exemple, la prolifération, hein, sans surprise, c'est un programme qui est partagé par l'ensemble des types cellulaires. Il n'y a pas de type cellulaire qui ne le présente pas. Puis, par exemple, les gènes stimulés par l'interféron, c'est aussi un programme qui est partagé par beaucoup de types cellulaires. Ça, c'est juste pour vous montrer les types cellulaires épithéliaux. Donc là, ceux qui connaissent le côlon vont retrouver des noms qui leur sont familiers. Donc on retrouve en tout cas ce que finalement des années et des années de recherche avaient permis de connaître sur les types cellulaires du côlon. Une deuxième étude, toujours pour construire un atlas cellulaire des cellules du cancer du côlon. Et lui, cette étude-là propose qu'il y a en fait deux types de cellules épithéliales tumorales, et non pas 11 comme le précédent. Donc on voit que c'est des outils qui sont certes très très fascinants, mais la convergence vers une typologie commune et acceptée par tous, va prendre du temps, quoi. C'est toujours pareil, hein. En fait, quand on commence à rentrer dans des typologies, on a au départ apparition de typologies concurrentes, et puis il faut un travail de consensus pour se mettre d'accord et avoir une seule typologie. Donc voilà, j'en ai fini avec les applications single cell. Et maintenant, je vais passer aux applications de la technologie de transcriptomique spatiale. Donc un premier exemple, qui est basé sur une étude qui a été menée par Hervé Friedman. Et en fait, il a utilisé cette technologie pour étudier le fonctionnement des structures lymphoïdes tertiaires. Donc c'est des structures dont je pense que vous avez un peu entendu parler parce que elles sont, grâce au travail d'Hervé Friedman, il faut le dire, devenues un marqueur clé de réponse aux immunothérapies. Et donc, dans ce travail que je vais vous présenter, très très brièvement, hein, c'est un survol,
Hervé Friedman a permis de mieux comprendre comment les communautés cellulaires au sein de ces structures fonctionnaient. Donc, en deux mots, la structure de transcriptomique spatiale qui est utilisée ici, c'est celle du vendeur DISX, et la technologie s'appelle Visium. Cette technologie, en fait, elle permet d'analyser une coupe tissulaire de 6,5 mm sur 6,5 mm par 5000 pixels environ. Et donc, dans chaque pixel, on va avoir le transcriptome complet de cette petite région qui, en général, va comprendre entre 0 et 15 cellules à peu près. Alors, en fait, ce qui est fantastique avec cette technologie, c'est qu'on peut coupler l'information que va nous donner l'histopathologiste sur la zone de coupe avec la formation du transcriptome. Donc, on a une information qui nous arrive de plusieurs côtés et qu'on peut croiser. Et donc là, par exemple, sur cet exemple, j'ai deux coupes de tissu qui ont été analysées. La première en haut, pour lesquelles il y a des zones de structure lymphoïde tertiaire qui sont en pointillés jaunes. Alors, j'ai pas de pointeur, je ne sais pas si vous les voyez. Et la seconde pour laquelle il n'y a pas de structure lymphoïde tertiaire. Donc le CA9, c'est un marqueur des cellules tumorales, parce que là, on est dans le cancer du rein, j'avais oublié de le préciser. Ensuite, ce qu'on a fait donc, avec les données de transcriptome spatial, c'est qu'on a pu finalement projeter dans cette image reconstruite par l'information du transcriptomique des signatures de différents types cellulaires. Donc vous voyez, dans le panel C en haut, on a les cellules B, ensuite les cellules T, les cellules CD8+, les cellules NK, en dessous le lignage monocytaire, les neutrophiles, etc. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que tout de suite, à l'œil nu, en fait, on voit que la région que le pathologiste a annotée comme étant une région TLS positive, donc avec une structure lymphoïde tertiaire, c'est une région où il y a beaucoup de cellules B et il y a aussi des fibroblastes. Ce qui est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait forcément dit comme ça a priori. Et à contrario, vous voyez qu'en dessous, la lame où il n'y a pas de structure lymphoïde tertiaire, il y a finalement l'analyse de la présence des B montre qu'il n'y a aucune concentration particulière. Voilà, c'est diffus comme signal et puis il est faible. On peut aller plus loin que ça, en fait, parce qu'on peut projeter toujours dans cette image 2D tous les marqueurs d'intérêt. Donc, par exemple, des immunoglobulines, donc, pour essayer d'aller tracer finalement les clones du répertoire B, quoi. Et puis tout un tas d'autres marqueurs de toutes les signatures qu'on veut, en fait. Et donc, ça va permettre d'aller in situ voir vraiment ce qui se passe au niveau moléculaire, quoi. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, on peut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ici l'information qu'on a au niveau des pixels pour créer des signatures. Donc, par exemple, on peut prendre les pixels qui sont dans la zone TLS. On va dire, OK, ça, c'est nos zones pixels plus. Et puis les autres, on va les mettre pixels moins. Et on va comparer les deux et on va obtenir une signature transcriptomique. Donc, on peut faire une signature TLS, par exemple, si on veut. Mais on peut faire des signatures de tout ce qu'on veut, en fait. Parce que n'importe quelle structure peut être amenée à donner des signatures. Donc, ça c'est très intéressant. Une autre chose qu'on peut faire, c'est par exemple d'aller regarder les clonotypes des récepteurs B. Et donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que dans la zone TLS, en fait, on a une grande diversité de ces clonotypes, donc, ce qui est assez logique. Et à distance, en fait, dans le TLS, par contre, il ne mute pas beaucoup. D'accord. Donc, quand on a un clone donné, il ne va pas muter particulièrement beaucoup. Par contre, à distance, il mute. Donc, en fait, il devient plus affine quand il est en contact avec la tumeur, quoi. Donc ça, c'est des choses quand même qui sont très intéressantes parce qu'on peut les voir in situ et c'est pas évident de voir ça autrement, quoi. Voilà. Donc ça, j'en ai fini pour cette illustration d'une analyse, un survol d'analyse des TLS avec cette technologie. Dernier exemple. C'est
avec cette technologie, la caractérisation de l'hétérogénéité intratumorale, toujours dans les tumeurs du côlon. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui est mené au sein de l'équipe de Pierre-Laurent Puig, dans laquelle je suis, d'Hervé Friedman et de Jean-François Émile. Donc on part toujours des annotations histopathologiques. Donc là, la lame est annotée par Jean-François Émile. Et donc on sait quelle est la zone tumorale et puis les zones qui ne sont pas tumorales, quoi. Et puis à partir de là, rebelote, on peut analyser les pixels pour différentes populations cellulaires à partir des signatures existantes. Donc là je vous ai montré les cellules T, les B, etc. Voilà, comme précédemment. Mais en plus, ce qu'on peut faire, c'est en fait faire une analyse de pseudo-copy number à partir du profil transcriptomique. Alors ça, c'est vraiment assez génial, parce que en fait, c'est une façon complètement différente d'aller typer les cellules. Et donc là, par exemple, sur la base d'un pseudo-copy number, si on regarde les pixels dans lesquels on a des gains qui sont prédits, c'est le panel central en haut avec les points rouges. Et si on regarde les pixels pour lesquels on a des paires d'hétérozygosties qui sont prédits, c'est la panel de droite en haut. Donc ça permet en fait vraiment d'aller isoler clairement la zone tumorale par des approches bioinformatiques d'analyse du transcriptome. Et en fait, toujours dans ce même genre d'idée, finalement, on peut aller reconstruire des arbres de clonalité et voir comment ils se dispatchent dans l'espace. Ça, c'est assez intéressant aussi. Bien sûr, on peut aller annoter les pixels pour des types moléculaires. Donc, par exemple, ici, les sous-types de cancer du côlon, CMS1, 2, 3, 4. Et on peut le faire, bien sûr, pour les types de cellules qui sont identifiés dans les atlas cellulaires, par exemple ceux de PLK et de Juanito, dont j'ai parlé juste avant. Et puis, pour finir, en fait, on peut essayer d'identifier des interactions cellulaires putatives, parce que bien sûr, on est au niveau des transcrits, pas des protéines, mais en screenant les transcrits qui correspondent à des ligands et des récepteurs sur des types cellulaires différents dans des zones colocalisées. Et donc ça, en fait, ça permet de limiter le nombre d'hypothèses en fait, sur les interactions possibles et qu'on va ensuite aller valider avec d'autres techniques, par exemple d'immunofluorescence multiplex ou d'immunohistochimie. Donc voilà, j'en ai fini de ce survol. Et voilà quelques mots de conclusion. Donc le premier mot, c'est que la technologie RNA-seq-bulk, elle n'est pas morte, elle permet quand même de faire beaucoup de choses. Et en fait, même si on utilise les technologies single-cell et spatiales transcriptomiques pour découvrir des nouvelles connaissances, in fine, si on veut retourner, disons, à l'appréciation clinique des signatures qu'on va en tirer, on va quand même aller probablement derrière vers le bulk. Les technologies omics single cell, elles permettent par exemple, comme on l'a vu, d'avoir des estimations moins biaisées en fait, des arbres de clonalité génétique. Elles permettent de faire des atlas cellulaires, d'aller regarder tous les programmes fonctionnels qui peuvent être identifiés dans différents tissus. Et les analyses de transcriptomique spatiale, elles permettent de croiser en fait, l'information de transcriptome in situ avec l'information de transcriptome, ce qui est formidable. Elle permet d'identifier des patterns spatiaux en 2D avec certaines formes d'hétérogénéité intratumorale et certains contextes immunitaires particuliers. Elles permettent d'identifier des communautés cellulaires comme les TLS par exemple, d'avoir une idée finalement des communications intercellulaires qui ont lieu dans ces communautés et puis en fait de dériver des signatures qui permettent de retourner au bulk derrière. Bien sûr, toutes ces technologies, elles demandent, quand on commence à s'intéresser aux interactions cellulaires, des validations au niveau protéique par d'autres technologies. Voilà. Bien sûr, tout le travail que je vous ai présenté, c'est soit des publics qui n'ont rien à voir avec notre groupe, soit du groupe, et qui ont été faites pour l'essentiel au Centre de recherche des Cordeliers, dans le groupe de Pierre-Laurent Puig et d'Hervé Friedman, en collaboration avec Jean-François Émile. Merci. Merci. Merci Aurélien. On va passer tout de suite à la deuxième présentation. On verra si on a le temps pour les questions à la fin de la session. Donc Narmine Ghaffari-Laleh va faire la deuxième présentation. Elle est ingénieure en application d'intelligence artificielle à la pathologie
à Dresden, en Allemagne, dans l'équipe de Jakob Katter, qui est une des équipes pionnières de l'application de ces technologies à l'intelligence artificielle. Elle a publié plusieurs articles majeurs dans ce domaine et elle va nous expliquer un peu l'état de l'art et aussi ce qui est à attendre des années qui viennent dans ce type d'application. Narmin. Thank you. Hi, everyone. Thank you for the invitation. It's a great pleasure to be here. Thank you. I'm sure Julian introduced me, but since I didn't understand, so I will just briefly introduce myself as well. I'm Narmin, originally from Iran and now living in Germany, second year PhD candidate in Jakob Katter's computational oncology group. We are an interdisciplinary group of young scientists trying to implement the state-of-the-art AI in digital pathology. So, starting my presentation, I will just talk about the agenda that we will talk today. I will first give you a brief introduction about the history of AI, where it started and actually where are we now. And then briefly I will talk about what is AI, what is machine learning, and what is deep learning. Probably most of you know these terms now, but there are still some confusions about the real definition of them. Very briefly I will discuss about deep learning and machine learning and what does it mean training a deep learning network. Then I will go to the AI in pathology, talk about the main challenge that we have, and I will introduce some of the nice state-of-the-art papers, and of course try to attract your attention regarding the potential of AI in medicine. So, where it started, the first feeling that we got from AI was from science fiction movies, the human-shaped robots which were acting like us, thinking like us, and talking to us. It didn't wait there, it didn't stop there. So in 1950, a great mathematician named Turing came up with this idea that if humans can use the previous and current data to solve the problems, why can't machines do? So he came up with this paper named Computing Machinery and Intelligence, explained it there that how you can teach intelligence to a machine and how you can examine it. 6 years later, a group of scientists came up with the first, let's say, AI computer-based program, which was mimicking the human behavior in solving the problem. What they did was simple, but they somehow proved that, yes, AI is achievable, actually. In 1957 to 1974, it was the time that AI was getting a lot of attention from people, from government, from research institutes, and actually it was good because it was resulted in having a raise in a foundation. Of course, until 2000, we had multiple generations of computers. Their processing power was increasing, their storage was increasing, and it was making it everything simpler for us to use AI. These days, AI is everywhere. It is almost impossible for us to distinguish AI from our daily life. From personalized shopping until autonomous driving, AI is everywhere in our life. While having this all development in the field of medicine, in the field of engineering, medicine was also trying to get the AI. So starting from 1950, which I would say we now own everything that we have to that time, because it was the decade which in medicine data got to start to be digitalized. Or for example, web-based search engines like PubMed got started at that time. From 1970 to until 30 years, we call it AI winter because I do believe AI in medicine was waiting for AI and engineering to just see that where all this development is going. But it's still there were some computer-based programs for example, DXplain, which was able, based on the symptoms of the patient, give the diagnosis, which at that time it was covering 500 disease. Now it is more than 2,400. From 2000 to today, so digitalized medicine is of course everywhere, and you see every day AI-related medicine papers publishing.
as I promised, I would like to give a very brief introduction about like AI, machine learning, and deep learning. This image is not something that everyone agrees, because some people believe that there are some part of machine learning which there is no intelligence there. But still, I agree that this is somehow one of the best illustration of the relationship between these three fields. So artificial intelligence is the bigger umbrella. Any machine which is showing a kind of intelligence, let's just classify it as artificial intelligence. Machine learning is a subset of artificial intelligence. Machine learning is when you train a machine to do a specific task. And deep learning is a subset of machine learning. Deep learning is capable of detecting the hidden patterns within the data by itself. Saying this, I will go to the next slide of mine, which is showing the main difference between machine learning and deep learning. For machine learning, you need a human with the knowledge of the domain to sit and extract the main important features from your data. For deep learning, instead of having this human expert, you need a lot of data. So what you do is that you give a lot of data to your network, and network learns to extract the most important features from this data. It is a little bit not good to just have one slide saying artificial neural network and explain like what is happening there. But I would like to just briefly tell you what does it mean training a neural network, to just have it in mind that all the other slides, how they work actually, the rest of my presentation. So artificial neural network, which are the main component of the deep learning or machine learning, let's say, are actually is mimicking actually the neural network of human. So it has multiple neurons, and there are like a connection between these neurons. The picture that you are seeing in the left side of this presentation showing like the input, hidden layer, and the output. So what does the training mean is that you give your data to the neural network. Everything is random at the beginning, so there is no knowledge behind this like line of codes that you've written there. So everything is random. You give your input, it goes through the neural network, and it gives you one output. You compare the output to the output that you were expecting to see. Calculate the difference between them, and then punish the network as the amount of mistake that it made, and say, go back and learn it again. So training neural network means to find the spot that the prediction of the neural network is as much as close to the output that you were expecting to have. Having this in mind, let's discuss a little bit AI in pathology now. This is a review written by Echle in 2021, which I think still is one of the very nice reviews summarizing all the AI in pathology-like papers. She actually classified all the AI-based tasks in pathology into two basic and advanced tasks. So basics are like tumor detection, subtyping, and grading, what all the pathologists are doing daily in their workload, and it is a simple task for them to do. Advanced image analysis tasks like survival prediction, mutation prediction, and response prediction are not something that pathologists are doing daily, or at least it is not something that they can do most of the time just from image-based data. And maybe to predict this like categories, they would need extra experiments to just reach them. In the following two slides, I will give you just one sample per each of these categories that we can see that how it is working. So, for example, tumor prediction, Campanella in 2019 came up with this idea to just say from digital histopathology image, seeing one whole slide image, is there tumor there or not? Simple task for pathologists. As you are seeing, it's also a simple task for the AI. So with the area under the curve of 0.98, AI is almost very sure about whether it sees some tumor in a whole slide image or not. So they actually claim that they can exclude 65 until 75% of the whole slide image just by using AI. Another
basic task, subtyping. So in 2020, this paper came out for skin cancer that they were subtyping the whole slide image into 4 categories. As you are seeing with the accuracy of 98%, they also showed that it is a simple task for AI to just classify the whole slide image into different subtypes. Or grading, another like a basic task which is classified in a review which I showed you. In 2020, again, like Bolton came up with this paper for prostate cancer, which with the accuracy of 90%, they showed that it is possible to actually grade the prostate cancer into 6 different categories. What I really liked about this paper was this sentence that they wrote, that this AI can actually potentially assist pathologists by screening biopsies, actually providing second opinion about like the grading group, which I think having the second opinion is what we all are trying to do in the AI field in the medicine. How about advanced image analysis task, which we said like it is difficult. So one of them is, for example, survivor prediction. From my experience, survival is still a challenging task for AI to predict it from the digital whole slide image. But there are like very advanced papers these days. And for example, this paper in 2020, although they have not like a lot of patients, but they show that by classifying the survival into 4 groups, like 0 to 6 months, 6 to 12 months, they are able to actually find the patterns. I mean, AI is able to find the patterns inside the whole slide image to just classify the patients into different survival periods. Or mutation prediction, there are multiple like studies using AI to predict the mutation directly from the whole slide image. This is just one of the examples which is trying to do it in the pan cancer, so many different cancers, and showed that which ones are working and which ones are not. Of course, like prediction mutation from like H&E slide is of course something very interesting, and by finding like the histology pattern behind that, we are sure that network is seeing something there and is learning actually something useful. The last one from the advanced image analysis task is response prediction. Again, another challenging task for AI as well. But something interesting about this paper when I was reading it was that they come up with like an image-based signature, and they find a correlation between like this AI-based like image signature and the response prediction for their patient, for the cohort that they were working with that. In the next 3 slides, I will give you like a brief introduction about like 3 papers, which when I was searching for nice papers to present here, I came up that this can be like a nice material to talk about them. The first one is AI-based pathology predicts origins for cancers of unknown primary, published in Nature in 2021. So what this group of researchers actually try to do is, first of all, predict whether a whole slide image is metastasis or actually is a primary cancer, and then they try to predict the origin of the metastasis cancer from the whole slide image. This paper has actually very nice explainability part, and they are trying to explain that there are actually morphologically reasons and proof that AI learned actually the correct knowledge from the whole slide image. The second paper is Artificial Intelligence Predicts Immune and Inflammatory Gene Signatures Directly from Hepatocellular Carcinoma Histology, which is published in 2022. Very nice study which is predicting 6 important gene signatures which has a correlation with the immune therapy directly from the H&E slide. They tried multiple like AI networks, and at the end like showed that the best one and the results behind that. The last paper which I want to talk about it, and I found it very interesting, was this paper which unleashing the potential of digital pathology data by training computer-aided diagnosis models without human annotation. Getting annotations from for whole slide image is a difficult task for us, and I think it's a like boring task for pathologists usually. This paper, what they did is actually they extracted the labels for the whole slide image directly from the pathology report. So they trained 2 networks, one for extracting the information and suitable labels from the text, and the other one was like an image-based analysis model, and then they find the correlation between the features extracted from the image and the text, which is
very interesting, and of course, like solving a lot of problems that we have. As someone which is working now 2 years with like digital pathology, I came up with like some main challenge in this field, which I would like to discuss about them. And I think this is like the challenge for everyone which is working in AI for pathology. First of all is the data size. So whole slide images that we are getting, they are big. The size of them makes it difficult to share this data, to transfer data. And for AI engineers, it makes it difficult because we are not able to use this image directly using like typical image processing tools. The other problem that we have is batch effect. This problem is getting actually a lot of attention recently, but I think still there are a lot to do. So we see this very clearly in TCGA dataset, but also in other datasets we found out that it is possible to predict the site or hospital of the where the whole slide image is coming. So if we don't solve this problem, it can be that AI is only learning the hospital or the site that it is coming from instead of learning any other pattern or information from the whole slide image. Which, like as I said, there are now new solutions for this problem, like this one using generative adversarial networks. It tried to solve this problem and get rid of this batch effect in the whole slide image that we have. The other problem is clean data. So it's an AI rule. Clean data, better data results in a better results, better output. In many slides that we see, there are like a blurry scanning image or like markers on the whole slide image. Of course, you can compensate it like if you have more data, but sometimes it's like influencing all the data that we have. The other problem is clean ground truth data. So I found this paper very interesting that they asked like 10 pathologists to just classify the tiles extracted from the whole slide image. And as you are seeing, in some cases, they are really different one from another. So the point is, as I said, deep learning does not get anything else than data and the labels of the data. So if there is like a confusion between like these labels and that like true labels for the image, of course it would be difficult to train any kind of deep learning for that. And the last one is like AI is still in pathology is a black box. We are trying to open this black box and explain that what is happening there. But I think in this case, we need more explanation and we need more help from medical people to just explain us whether the results that we have make sense like from medical point of view or not. At the last slides of my presentation, I would like to talk about innovative AI. The reason that I have this is because innovative AI is a very hot topic now. I would say like in the last week, there are now 3 new image generating models which came up. So in 1 week, 3 models. It's like increasing with a very high speed. Innovation for AI does not mean that does not have the same meaning of being innovative like as us, but it's like creating something new from the data that it has. So it started with like generative adversarial networks, which were creating like new images, like transferring a style of painting to the other image or changing the features of 2 images with each other. But like these days, having the transformers, AI is able to receive a text prompt and then give us a very high resolution and most of the time meaningful image. Having this in mind, Jakub and I got like as a play, we got one of the open source like image generating networks and we tried it in a medical field. In a first glance, it's a little bit disappointing because like you see that most of them does not make sense. But when you look at it a little bit, it's actually promising because it says that although these models have never been trained on a medical data, but it know the meaning of CT and it know the meaning of histology. So we are actually very optimistic about this image generating networks because we believe that in the future we can use them for training, for education, maybe for data augmentation or even data anonymization. So having this, I would like to conclude like my presentation and these main topics
that AI plays an important role in our daily life, and AI in pathology can result in a faster, cheaper, and of course much accurate diagnosis. Many of the main challenges that we have as AI engineers in pathology can be resolved by a clean and merged data set. And explainable AI is a very important tool that we needed to make this trust bridge between the AI engineers and the pathologists. And innovative AI is a new phase in computer science which will be used in the future for educational purpose at least. And I would like to thank you for your attention. If you have any questions, if you have any ideas related to AI, if you have any interesting data, feel free always to contact us and just let's talk. Thank you. Thank you. Thank you very much, Narmin. Very nice presentation. On a donc un peu de temps pour des questions. 2-3 petites questions, oui. Une question. Une question pour l'application de la biotechnologie. On sait que dans les cancers de l'estomac, il y a la cascade habituelle, l'atrophie, métaplasie, mais on sait actuellement qu'il y a un appel et des cellules souches entre l'atrophie et la métaplasie. Et est-ce que c'est possible par cette technologie? Et c'est une source de résistance à la chimiothérapie. Est-ce qu'on peut, par cette technologie, différencier entre l'origine cellulaire pour pouvoir adapter une chimiothérapie? Je pense que c'est pour Aurélien. Monte Aurélien. Oui, c'est une question très pointue. Ce que je peux dire, c'est que les technologies single cell, elles permettent de faire du typage cellulaire sur la base du transcriptome pour l'essentiel. Donc ça veut dire qu'il y a des types cellulaires qui, si par exemple ils sont déterminés, en tout cas en termes d'état fonctionnel au niveau protéique, on risque de les rater. Donc, par exemple, on sait que dans les types de cellules immunitaires, il y a des états fonctionnels qu'on ne va pas voir en transcriptome, parce qu'en fait le phénotype il est géré au niveau protéique et au niveau transcriptomique on ne le voit pas forcément. Mais quand même, le fait de pouvoir typer les cellules de manière très fine, on peut imaginer que ce soit utile pour identifier des contingents particuliers comme des cellules souches. Voilà. Et après, le fait de pouvoir projeter cette information dans un tissu, ça va dépendre un petit peu si les marqueurs en question correspondent à des marqueurs très spécifiques et uniquement identifiés dans ce sous-type, ou si c'est des combinatoires complexes de marqueurs qui peuvent être exprimés un peu par plein de types de cellules. Parce que dans le premier cas, ça va facilement fonctionner de pouvoir projeter cette information dans un tissu, alors que dans le second, ça sera beaucoup plus difficile. Narmin, I had a question because there has been in France recently like a huge cyber attack against one hospital, and I know that you also work on this kind of issues regarding the models and how they classify cases. Are they safe or are they prone to be hacked and give the wrong decisions, but what we call adversarial attacks and things like that? So what is your opinion regarding this issue? I would say, in this case, yes, they are dangerous because, recently I published, a paper investigating, the adversarial attacks, which are, for example, very important topic in autonomous driving. You can change one pixel from the stop shield on a street, and the auto will not, recognize it anymore, as a stop shield. So if you think about it, that in the future, if we got to use AI in a medicine, definitely we need to come up with the ideas and with the models that they are 100% robust to the attacks and any kind of this cyber attacks. But I would say recently, because in this phase, because it's still we are in a research phase, and yes, I think they are still sensitive to some of the attacks. But again, I would like to add, even in the paper that I published, we showed that traditional convolutional neural network are more sensitive to the adversarial attacks in comparison to the transformers, which are the
state-of-the-art like network that everyone is using. So we showed that their actually transformers are not sensitive to the attacks, we can say, at all. So there is still like improvement there, of course. So that will be something that we will need to consider when implementing the Definitely. models in clinical practice. Merci. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? On va clore la session et laisser place au suivant. Donc merci aux orateurs Merci d'avoir aux donné orateurs. deux très belles présentations sur ces nouvelles technologies qui entraînent beaucoup d'enthousiasme, à juste Oui. titre probablement. Et merci à vous pour votre attention. Merci.